Bonjour, bienvenue au colloque à l'École normale supérieure. Je suis Fabrice Mongia, je suis le directeur de l'Institut français de Meknès et je suis ici en tant que représentant de la coopération éducative française qui soutient depuis le début de cette aventure scientifique le colloque de l'ENS et qui cette année parle des supports pédagogiques dans la classe de langue. Nous avons, comme vous le savez déjà, un partenariat important avec l'École normale supérieure que nous accompagnons dans différents domaines, à la fois linguistiques, culturels et éducatifs. Comme vous le savez, l'Institut français est spécialiste de la langue française et de la culture française, et à ce titre, nous essayons toujours d'avoir un motto, un slogan qui est de mélanger langue, éducation et culture. C'est le message que j'ai adressé ce matin au professeur lors de mon discours d'introduction, où il me semble nécessaire pour que l'éducation des langues, mais pas que les langues, soit la plus performante possible, de faire en sorte qu'elle s'adapte aux nouvelles technologies, aux nouveaux médias, et qu'elle prennent en considération les nouveaux phénomènes de société, tout en portant une réflexion critique sur leur utilisation et comment pédagogiquement on peut s'emparer de ces outils tout en gardant, et c'est ce que disait monsieur le directeur de l'ENS, une dimension humaine. Et toutes les activités que nous essayons de travailler avec l'Institut français, avec les formateurs de l'ENS, c'est de montrer aux enseignants qu'il est possible d'avoir cette dimension humaine tout en utilisant des nouvelles technologies et de nouveaux supports. L'essentiel, c'est leur relation qu'on peut avoir avec l'élève et la façon dont on les utilise, toujours avec un regard critique. Et le deuxième aspect sur lequel j'ai insisté au colloque, c'est que l'éducation, elle est de tous les instants. Elle n'est pas uniquement dans la salle de classe, elle est en dehors de la salle de classe. Et si l'enseignant est conscient de ça, il peut utiliser ce que les élèves font chez eux, en utilisant leurs jeux vidéo, leur téléphone, etc., pour que ça les captive encore plus, mais deux, ils y portent un regard critique pour mieux être, on va dire, citoyens du monde et être encore plus équipés pour leur futur professionnel. السلام عليكم. معكم الحسين دعنون المسؤول بالعلاقات والاتفاقيات والشراكات المعهد الفرنسي ديال مكناس. حنا جينا اليوم حضرنا وشاركنا في هذا اللقاء المهم اللي كانت فيه الكلمات في المستوى. هضرنا على الاتفاقيه اللي كاينه ما بين المعهد الفرنسي بالمغرب والفرع ديالو اللي هو المعهد الفرنسي بمكناس والمدرسه العليا للاساتذه بمكناس. على هذا الكولوج جوستومون كنا بدينا في 2015، كان اول بروميير اديسيون كانت في 2015 والحمد لله دابا راه في نسخه لا 4 اديسيون، والحضور تبارك الله من الاساتذه ومن دي انترفونون اترونجي من السنغال من كندا. حنا المعهد الفرنسي عندنا علاقات حتى مع المدرسه العليا بالنسبه للاساتذه، تنوضعوا الاشاره ديالهم المكتبه متعدده الوسائط اللي يمكن لها ينخرطوا فيها لا الطلبه ولا الاساتذه. وعندنا حتى الدروس تنديروا حتى الدروس ديال سكون ابل لو فوس الفرنسيه فرونسي دو سبيسياليتي. وكاين حتى بالنسبه لي سيرتيفيكاسيون حتى هي كاينه لا بوسيبيليتي بالنسبه لي سيرتيفيكاسيون اللي تنعملوا تنوضعوا راه الاشاره ديال الطلبه. شكرا. Et au fil de mes études, j'ai compris que réflexion sur leur pratique. Je vous dis ça d'entrée de jeu parce que ça marque un peu ma présentation. D'ailleurs, vous retrouvez dans le titre de ma présentation le mot accompagnement. C'est un mot central dans ma carrière parce qu'au fil des années, j'ai vraiment évolué de plus en plus vers reconnaître l'importance d'accompagner les enseignants dans leur réflexion sur leur pratique et pas seulement de leur dire comment faire. Pas seulement de leur présenter des modèles. Ça prend des modèles, ça prend des suggestions, mais à la fin, c'est l'enseignant qui, à chaque jour, décide, l'enseignant, vous m'excuserez, je devrais féminiser, là, parce qu'il y a presque seulement des enseignants ici dans la salle.
dans leur réflexion sur leur propre action. Donc, c'est le sens du mot qui désigne bien la posture que j'ai comme un accompagnant des enseignants. Vous avez aussi dans le titre le mot et évidemment la thématique du colloque est de plus en plus vers des supports numériques. Il y en sera question un peu dans ma présentation parce que l'accompagnement aussi peut profiter de ces avancées technologiques-là. Mais les supports sont des moyens. Et on n'a pas seulement besoin de moyens, on a besoin d'enseignants qui savent s'en servir. Et de là l'importance que j'accorde à l'accompagnement. Le support en accompagnement à distance est de plus en plus efficace lorsque donc papier ou numérique. La nature, à mon avis, est un support. La nature, en tout cas au Québec, c'est vrai en France aussi. Comment agir pour l'environnement si on a du centre de recherche? Nous avons besoin de ces équipements technologiques, de modernisation voilà, des supports. Et la pratique de la réflexivité, voilà, la réflexion sur la pratique, voilà, pour accompagner les enseignants dans la professionnalisation, dans le développement personnel et professionnel. Et la réflexion sur la pratique constitue un moyen de satisfaire une nouvelle exigence liée à la sobriété numérique en formation continue, mais aussi en formation. Ça a mis la place des vidéographies de classe dans la formation, la professionnalisation. Le fait qu'un enseignant fusionne avec sa séquence de cours voilà, après un enseignement, ça permet à l'enseignant de réfléchir sur sa pratique, voir quels sont les points forts, quels sont les points à améliorer et comment faire pour que la prochaine fois je ferai mieux. Donc je pense que ça fait partie des systèmes, des techniques de formation qui pourraient enrichir nos réflexions sur les questions sur la question de la formation des enseignants. Le renforcement des capacités ou la formation des formateurs constitue aussi un point essentiel qui pourrait attirer notre attention sur les questions de qualité dans le système, les questions de qualité dans l'enseignement, les questions de qualité dans l'apprentissage. Et voilà en gros quelques éléments, quelques points que je voulais partager avec vous pour qu'ensemble nous puissions identifier des pistes de réflexion qui pourraient nourrir le débat sur les supports de formation, sur la formation des enseignants, sur la professionnalisation des enseignants. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'ai énormément d'informations toutes précises sur la formation, sur votre université, sur la formation des enseignants plus particulièrement et sur sa réalité, ses enjeux et ses défis. Voilà, je vous propose une dizaine de minutes pour essayer de cultiver si vous avez des questions. Une dizaine de minutes pour profiter un petit débat. Dans le contexte des classes préparatoires, et c'est vrai que je dis souvent à mes élèves, n'apprenez pas par cœur mes dissertations, n'apprenez pas par cœur mon raisonnement. Je leur dis, surtout ce qu'il faut faire, c'est d'exercer leur raison. Et le problème qui se pose, je me demande comment faire en sorte, parce que raisonner et réfléchir, c'est quand même un mouvement. Et eux, le 3/4 de leur temps, surtout lorsque je les retrouve en fin d'après-midi, le corps est immobile. Et je me demande, mais je pense que c'est vrai, parce que je l'ai vécu aussi en tant qu'étudiante, que cette immobilité du corps, ça pèse énormément et ça peut même aboutir à une forme de torpeur, parce que et ça retient en fait l'élan de la pensée. Je ne vais pas non plus en faire des péripatéticiens, ce ne sera pas possible. Je ne vais pas pouvoir leur demander de sortir, allez, venez, on va réfléchir tous ensemble, etc. Mais on est aussi retenu par la contrainte institutionnelle, par tout ça. Et puis une deuxième, vous dites que vous expliquez que l'un des défis que pose l'enseignement à distance, c'est comment être présent, comment assurer sa présence. Et c'est vrai, sauf que aussi un autre défi, comment faire en sorte que les élèves soient
aussi présent. Parce que voilà, même quand on est en présentiel, vous voyez, un regard vide est un regard qui est totalement désarmant pour un enseignant. Un regard qui est absent, c'est encore pire. Enfin, je le dis parce que moi, je ne vous cache pas, je suis un petit peu réfractaire à l'enseignement à distance. Je pense que c'est aussi c'est en rapport avec la discipline que j'enseigne. J'enseigne la philosophie et la littérature et j'ai besoin de ce contact. Donc quand je suis obligée, je le fais, mais sinon je préfère. J'ai un petit peu honte de le dire, mais je préfère quand même. Je suis vraiment réfractaire à tout ce qui est à distance, mais je tiens à ce contact. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas là un marché immense? Donc, ça a toujours été vrai, mais c'est plus vrai que jamais. L'éducation est aussi un commerce. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous, comme enseignants. C'est la relation éducative. Non seulement permet de l'apprécier et de vouloir la protéger, mais en plus crée entre les personnes qui vivent ensemble des expériences en nature une solidarité incroyable qui est vraiment très difficile à recréer en ligne. Ça fait longtemps qu'on sait que l'immobilité qui est imposée aux élèves par l'école est nocive. En France, dans les années 50, il y avait un médecin qui s'appelait le docteur Fourastier, qui a démontré scientifiquement que ça causait des problèmes de scoliose, des problèmes de posture, et c'est lui d'ailleurs qui a contribué à la promotion de ce qu'on a appris par la suite, les classes vertes, les classes neige, les classes de plein air. Donc à la suite de Fourastier, puis chez nous, c'était dans les années 70, il y a eu une certaine popularité de ces classes-là, qui a diminué considérablement par la suite, à tout le moins chez nous, notamment pour des questions de financement. Et là, je me réjouis vraiment que depuis, je dirais, 5 à 10 années, il y a une ressurgence de l'intérêt pour l'éducation en nature, qui pose quand même des défis aux enseignants, des défis organisationnels, des défis de gestion du groupe, et pour lesquels les enseignants auraient besoin d'être formés, parce qu'enseigner en nature, c'est pas comme enseigner en classe. Cependant, moi, j'ai toujours été convaincu de ça, et ceux qui font des activités de plein air le savent, ça fait du bien. Mais maintenant, on a de plus en plus d'études scientifiques, j'en parle beaucoup dans un cours que je donne en ligne sur l'éducation à l'environnement, de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent que le contact avec la nature est très bénéfique pour l'apprentissage. On a des preuves scientifiques de ça maintenant, il y a des références là-dessus. Et aussi pour lutter contre la dépression, pour procurer du bien-être, et ça c'est mesuré scientifiquement maintenant. Alors qu'à l'époque, on le savait, mais on n'avait pas de preuves. Donc ça peut être un argument pour convaincre vos organisations, les parents aussi. Ça n'empêche pas qu'il y ait des défis organisationnels. Mais je dirais que comme enseignant, je vous invite à oser le faire. Souvent avec l'appui de quelqu'un pour ne pas être tout seul en nature avec votre groupe, c'est quand même un défi pour en voir les bénéfices. Et une période qui favorise cela, tant mieux. Mais j'ai vu beaucoup de modes passer et venir en éducation. J'espère seulement que ça va durer dans ce cas-ci. Les étudiants ferment leur caméra, sincèrement, pendant qu'on discute ensemble. Mais, parce que c'est facile de se retirer, ça c'est sûr, de n'être pas présent. Mais dans tous les travaux qui sont faits là-dessus, je pense au modèle que je n'ai pas eu le temps de vous présenter de Gézégou. L'animation a une grande importance. Donc, l'idée il y a une différence entre un enseignement à distance complètement asynchrone et un enseignement à distance où il y a des moments synchrones où il peut se faire une forme d'animation. Alors, c'est un peu entre les deux. Puis encore mieux si on était dans un mode hybride, mais bon, parfois c'est compliqué d'avoir à la fois la présence et la distance. Mais je pense que dans un monde idéal, le monde hybride serait le mieux parce qu'on aurait le meilleur des technologies, mais aussi on aurait l'occasion de faire des activités en présence. J'ai vécu des cours que j'ai amorcés en présence et que j'ai terminés en ligne à cause de COVID. Et moi, répondre à la question, qu'est-ce que les technologies changent? Elles sont là, les producteurs de technologies sont à l'œuvre, ils ont des millions de dollars pour produire des choses, mais nous, qu'est-ce qu'on peut dire comme pédagogue? Qu'est-ce que ça donne? Quel est l'impact sur l'apprentissage et l'enseignement? Et c'est nous qui pouvons répondre à ça. On n'est pas obligé de ne pas résister, comme vous dites. Alors,
Parlons dans le fond d'être critique et de penser qu'on doit répondre. Souvent, les enseignants ne se reconnaissent pas ce qu'ils savent. Et ce savoir-là qu'on détient comme enseignant avec l'expérience d'enseigner à tous les jours, il faut le valoriser. Et il répond à de vraies questions qui se posent à tous les jours dans les classes. Il y a des grandes réponses, des grandes théories. Je pense à un auteur comme Philippe Mervieux qui écrit des choses extraordinaires que vous citiez. C'est fantastique. Mais tous les jours, les enseignants ont aussi des petites réponses. Et ces savoirs-là, souvent, sont comme un peu évanescents, non consignés. Partageons-les au moins entre nous. C'est ce que je me dis comme enseignant. Je suis Diana. Je suis enseignant au secondaire. Je suis aussi doctorant à l'université Sidi Mohamed Mardouba, à Fès. Donc, ma question est pour M. Marc. Je voudrais savoir, donc là, comme vous savez, donc là, l'offre scolaire au Québec, au Canada, il offre beaucoup de voies. Donc, l'établissement, il y a beaucoup de voies. Donc là, on trouve qu'il y a beaucoup d'offres scolaires. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle l'enseignement immersif, ou en immersion, ou l'approche intégrée en immersion. Ce que nous avons ici au Maroc, comme l'enseignement des matières scientifiques en français ou en langue étrangère. Au sein de vos établissements, à l'université Sherbrooke, est-ce que vous avez une formation dédiée à ces enseignants, à préparer ces enseignants pour enseigner les matières scientifiques en français ou en anglais, ou en langue étrangère en général? Ou c'est seulement vous prenez des enseignants de spécialité et il y a seulement un renforcement linguistique? Alors c'est ça ma question, merci. Inconfort, là, c'est bien. Je vais essayer de vous dire quelque chose d'intelligent en réponse à votre question. Parce que je ne suis pas spécialiste de l'enseignement en immersion, mais quand même, je sais que, nous avons à l'Université de Sherbrooke une formation de niveau universitaire comme pour tous les autres enseignants, en enseignement de l'anglais, parce que chez nous, c'est vraiment la langue seconde, voire la langue principale dans le reste du Canada. Et plusieurs de nos étudiants se retrouvent dans des situations d'enseignement du français en immersion dans les autres provinces canadiennes. Et sincèrement, donc ils sont formés chez nous, en français, et on les engage dans les provinces canadiennes qui sont plutôt anglophones, mais qui ont quand même des minorités francophones, qui souhaitent être éduqués en français. Souvent, les parents souhaitent que les enfants maintiennent leur connaissance de la langue française, malgré qu'ils soient en contexte anglophone. Et je dirais que nos étudiants se retrouvent donc en immersion, mais dans le sens d'une immersion francophone dans les provinces anglophones. Et je ne pense pas, mais je vais faire une vérification avant de... C'est pas enregistré, là, au moins. je ne pense pas qu'on ait une formation spécifique pour l'enseignement, pour parler donc comme vous avez ici, c'est-à-dire enseigner, si je comprends bien, les sciences, en français par exemple. Oui, ça ici. Oui, ok, c'est ça. Je vais le lire. Mais je parlais, on a beaucoup parlé évidemment, Mina et moi, de la situation marocaine. Quand on arrive dans un pays qu'on connaît moins, on essaie de comprendre. Mina est très bonne pour m'expliquer. Mais je pose beaucoup de questions aussi. Mais en fait, ça me semble vraiment un défi ici qui est particulier. Je pense pas qu'on ait le même défi au Québec, mais on en a un de maintien de la langue française au Québec, ça c'est sûr. Mais chez vous, l'idée de l'arabe versus le français versus même l'anglais, ça me semble pas simple à résoudre. Donner sens à l'enseignement, par exemple des sciences en français, alors que, là, je dis des choses, je m'avance sur un terrain, vous voyez, je suis prudent, parce que je sais qu'il y a des sensibilités, là, mais alors que, peut-être la langue la plus répandue, c'est l'arabe. Donc, la forme scolaire, hein, qui est toujours une forme que les générations nouvelles doivent s'approprier, il ne faut pas oublier ça. C'est un défi pour un enfant né dans une culture de s'insérer dans la forme scolaire. Hein. La forme, ça dit, ça forme. Et certains enfants y arrivent très bien parce qu'ils ont eu la préparation nécessaire, d'autres moins. Donc j'imagine que s'insérer dans la forme scolaire marocaine, avec ce défi
d'apprendre certaines matières importantes dans une autre langue que peut-être leur langue maternelle, c'est certainement un grand défi. Je ne sais pas si à Sherbrooke on a des ressources pour ça, je vais me renseigner. Et merci à vous, sincèrement, parce que sans vous, là quand même, ça aurait été moins. La réception comme dans la production exerce des contraintes, restreignit ou élargit les usages possibles. Bref, le support pédagogique, c'est un moyen, un médium. J'insiste sur le terme, un médium matériel qui est utilisé pour illustrer et renforcer le contenu qui est exposé par l'enseignant. Il désigne l'ensemble des documents, textes, images ou sonores qui sont consacrés à des fins d'enseignement. Donc nous allons revenir par la suite les types de supports pour voir les supports audio, texte, vidéo, etc. Donc PUC 2003 donne la définition suivante: tout support sélectionné à des fins d'enseignement et au service de l'activité pédagogique. Un document peut être fonctionnel, culturel, authentique ou fabriqué. Il peut relever de différents